suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport, qui aime beaucoup la musique, les arts. Fait que ça m'a beaucoup aidé à sortir de l'isolement puis à pouvoir montrer un peu ce que je savais faire aux autres. Je suis Céciline pure souche. Je suis née à cette île, je reste à cette île, puis je suis encore à cette île. À part de ça, je suis une grande gameuse. J'aime aussi les animés japonais, bien entendu. J'aime la lecture, tout ce qui est roman, poème, science-fiction, biographie. J'aime ça en apprendre le plus possible. Je pense que la lecture, c'est une des plus belles choses que la vie m'a apporté parce que demain, j'ai un très bon vocabulaire. Puis quand je bloque, c'est parce que soit je suis stressée, soit j'ai juste le mot sur le bout de la langue, puis je suis comme ah! Bref. Mais vraiment, je pense pas que je suis arrivée jusqu'ici sans mon père, sans l'appui de mes frères et sœurs, sans mon entourage proche. J'ai quand même eu une enfance difficile parce que, étant donné que je savais pas que j'avais quelque chose comme mon trouble schizoaffectif, j'avais toujours des problèmes à faire ami-ami avec les autres parce que j'avais des sauts d'humeur, puis pour aucune raison. Donc les autres s'éloignaient, puis je me retrouvais isolée. Ça a amené beaucoup de problèmes avec les autres élèves, autant avec les élèves qu'avec les profs. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis mon premier diagnostic n'était pas la schizoaffectivité, mais bipolaire. Puis je l'ai reçu à l'âge de 12 ans. En fait, la schizoaffectivité, affectivité plutôt, c'est mon troisième diagnostic. J'ai passé par la bipolarité, ensuite par la pseudologia fantastica, qui est en fait la mythomanie, que j'ai appris beaucoup plus tard. Puis quand ils ont vu que je faisais pas semblant, c'est là que le diagnostic de schizoaffectivité a embarqué. Étant donné que j'entendais toujours des voix, que je voyais toujours des choses, mais en même temps, j'avais toujours les sauts d'humeur fréquentes. Oui, ils pensaient que je mentais compulsivement. En fait, c'est simple et compliqué à la fois. C'est un mélange de bipolarité et de schizophrénie, mais avec d'autres petits ajouts. Je faisais de la paranoïa. Dès que je pense... Quand j'ai su c'était quoi la pseudologia fantastica, je pensais tout de suite que j'étais une grosse menteuse, mais je ne le savais pas dans le fond. Puis ça m'avait tellement joué dans la tête que j'avais recommencé à entendre des voix, puis genre... C'est affreux. C'est affreux comme sentiment, puis comme expérience. Mais on s'y habitue en quelque sorte. En fait, c'est durant ma crise de paranoïa, parce que je pensais tellement que j'étais une menteuse que je me dégoûtais. Ben oui, ça m'a soulagé que j'étais pas une menteuse. Mais en même temps, ça m'avait fait peur parce que ça voulait dire que mes voix allaient rester là pour la vie, peut-être. Oui, mon père a été beaucoup présent, mon frère aussi, ma soeur aussi. Puis je les remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Mon psychiatre était là,
pendant tout le temps de mon hospitalisation. Puis même après mon hospitalisation, elle était là. Ma prof de sixième, elle observait si j'allais bien. Puis elle envoyait des lettres à ma psychiatre pour être sûre qu'elle sache comment ça se passait en classe. Fait que oui, j'ai été pas mal entourée durant toute cette année. Ben, c'est sûr que la plus grosse différence, c'est que moi, j'entends des choses créées par mon cerveau qui sont pas là. Donc, des fois, je vais demander à mes amis ce que tu entends murmurer ou quoi que ce soit pour être sûr que ça soit pas juste dans ma tête. Puis quand ils me disent non, parce que les autres sont au courant de qu'est-ce que j'ai, ben là, je suis comme « Ah, OK, il va falloir que j'aille à l'hôpital. » Puis c'est ça qui m'aide à pas plonger trop loin dans la maladie. En fait, pourquoi c'est pareil? C'est que je respire, je mange, je vais à l'école, je parle à du monde, comme toutes les autres. Les voix, c'est vraiment les voix. Puis quand je tombe en dépression pour aucune raison. Puis quand j'ai aucune raison, c'est vraiment aucune raison. Je suis en train de faire, on va dire, de l'origami, quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je vais me mettre à pleurer sans raison. Puis là, je vais me trouver nulle. Puis je vais me trouver mille et une raisons pour me descendre. Puis c'est pas agréable. Puis c'est difficile de surmonter quand que ton cerveau t'envoie juste de la négativité. Les voix, des fois, elles peuvent être bénéfiques, comme ils peuvent être totalement négatives. Des fois, je peux entendre des rires d'enfants, ce qui va me donner un petit peu de joie. Bon, OK, des fois, c'est un peu creepy, là, mais sinon, quand c'est négatif, ça va vraiment me rabaisser encore plus que je le suis. Puis ça va... Quelques exemples comme ça va être... en fait, t'as rien à faire dans ce monde-ci, va te suicider. Tes parents t'aiment pas, ils t'ont jamais aimé, ils font juste semblant parce que t'as un poids. C'est vraiment des paroles dures à entendre. Je peux essayer de me dire non, c'est pas vrai, c'est juste mon cerveau qui essaie de me rabaisser. Mais dans le fond, je sais que j'en vaut la peine puis que mes parents m'aiment. Les hallucinations visuelles m'offrent tellement un monde imaginatif extraordinaire. Je veux dire, c'est un monde invisible qui s'offre à moi. Un peu comme... comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus c'était quoi le nom du film. Mais les autres le voyaient pas. Moi, je le vois. Puis les créatures que je vois parfois sont soit mignonnes, soit effrayantes. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. C'est beau, c'est effrayant, puis en même temps, ça amène tellement mon imagination est tellement remplie que c'est comme si quand je bloque sur une page blanche, c'est comme s'il voulait m'aider en quelque sorte pour que j'écrive de quoi de vraiment fantastique. Pour ce qui est des hallucinations auditives négatives, je dirais ils n'auront jamais raison. Tant c'est longtemps qu'il va y avoir de la lumière dehors, il va toujours avoir de l'espoir.
juste être là pour la personne puis l'écouter. Être là pour l'épauler quand il en a besoin. Puis, supposons que vous sentez que vous n'êtes pas capable d'aider, appelez un spécialiste. Reléguez la tâche à des personnes qui sont qualifiées. La plus grande échec est de ne jamais avoir essayé. T'as un rêve d'études, mais t'as trop peur d'essayer puis d'échouer. Ton plus grand regret, ça va être juste de pas avoir essayé. Qu'est-ce que t'as à perdre à ne pas essayer? Ben, à essayer plutôt. T'as rien à perdre. Au contraire, t'as tout à gagner.